C'est juste un peu un rêve. Philippe, juste encore une question. Est-ce que ce monde, entre guillemets, merveilleux que vous êtes en train de nous décrire, est-ce que c'est un monde, entre guillemets, meilleur, et je ferai la transition après avec les philosophes, est-ce que c'est un monde meilleur ou pas? C'est un monde simplement différent avec des nouvelles règles, mais est-ce qu'il va simplement être moins inégalitaire? Est-ce qu'il va permettre justement la transmission du savoir de façon plus régulière ou pas? Quel jugement de valeur vous faites sur ce monde-là? Enfin, alors, c'est trop tôt, mais il y a une chose qui est sûre, vous voyez, c'est que quand on compare, quand Christophe Colomb découvre l'Amérique, il n'apporte pas que du bonheur, quoi. Hein. Donc là, il ne faut vraiment pas être naïf. Ce nouveau monde, il est en train de se mettre en place de manière extraordinaire. Les jeunes générations, on doit leur faire confiance comme on a eu confiance en nous. Ça veut dire qu'ils sont ni moins bons ni meilleurs, mais ils ne sont pas meilleurs. Ça veut dire qu'il faut faire attention. On va aussi vers, à l'intérieur de ce nouveau monde, des enjeux de pouvoir, des enjeux de conflit de plus en plus lourds. Et là, ce que l'on voit très très clairement, c'est que le conflit dans le nouveau monde, il a déjà commencé. Et là, pour le coup, je crois qu'on a un certain nombre de valeurs, les uns et les autres. Et là, quel que soit l'âge, des valeurs que peut-être il faut sans cesse rappeler. Ça, c'est pas des valeurs de vieux. Je pense qu'il y a des questions d'éternité là-dedans. Il y a dans les valeurs occidentales, par exemple, des vraies questions à se poser. Est-ce qu'on va arriver à les défendre ou non à l'intérieur de cette nouvelle configuration? Et ça, c'est pas du tout quelque chose, on va dire, ni d'utopique, ni qui va devoir regarder dans le futur. On est en plein dedans, d'ores et déjà. Et plus vous êtes en dehors du monde des jeunes, eh bien moins vous allez avoir la parole quand il s'agira de défendre vraiment des choses qui peuvent être considérées comme intemporelles. Et là, effectivement, on peut parler de droits de l'homme, etc. Enfin, de tout un tas de choses absolument capitales. On voit à l'intérieur, par exemple, des nouvelles technologies, que ces questions sont totalement d'actualité. Et que malheureusement, nous, Européens, souvent, elles nous échappent. Une dernière question sur la France. Évidemment, vous intervenez quand vous voulez dans le débat. Est-ce qu'en France, cette génération online, cette société économique qui se transforme, cette révolution numérique, est-ce qu'elle est plus, on va dire, dynamique, moins dynamique que dans d'autres pays? Est-ce que la liberté que nécessite cette génération, est-ce qu'elle vous paraît aujourd'hui acquise, entre guillemets, en France? Je crois, vous voyez, que lorsqu'on regarde, et d'ailleurs, bon, alors là pour le coup c'est même les réflexions que nous font les gens qui sont dans les grandes zones aujourd'hui où ça se passe, c'est-à-dire la Californie, maintenant New York, numéro 2, hein, parce que, d'ailleurs, entre parenthèses, c'est intéressant, hein, New York, hein, c'est le maire de New York, l'ancien maire de New York, qui a dit à un moment donné, je veux qu'on fasse la deuxième Californie du côté de la côte Est. C'est ça. Et ben vous pouvez décider et ça se passe. C'est-à-dire, il a commencé à faire venir... Donc ça veut dire que le politique, il a son influence, il a son rôle à jouer. Exactement. Et ça peut... Et aucune situation n'est définitivement acquise. Maintenant, en Europe, la première, c'est Londres. Donc, dans tous ces endroits, on vous dit quoi? On vous dit, on adore les Français. On adore les Français, on adore les gamins français. Mais à Londres? Ah oui, on les adore, oui. Quand ils viennent chez nous. D'ailleurs, on n'a même pas besoin souvent de leur demander, mais c'est vrai qu'ils viennent naturellement. Donc, on les adore parce qu'il y a, et là, je crois toujours pareil, que cette créativité. Il y a une créativité, il y a quelque chose. Tout à l'heure, on parlait de foot avec Jordan, hein, mais quand vous aimez le sport, vous dites à quel point c'est incroyable de voir qu'on retrouve des personnalités de nations à l'intérieur de la manière dont joue une équipe de foot ou dont joue une équipe de rugby. Et vous mettez des gens de toute origine, quelle qu'elle soit, vous voyez, bah, ils jouent comme la nation. Alors là, peut-être que Raphaël Entebon m'a tapé dessus juste après. Mais on le trouve très très clairement en économie. Mais très clairement, quelle que soit votre origine, de vos parents, arrière-grands-parents, etc., vous avez été formé en France, vous allez avoir un comportement dans une entreprise qui n'est pas le comportement d'un gamin qui a été formé en Allemagne. C'est pas le même. Voilà. Ça. Et donc la France, de ce point de vue... Donc il n'y a pas de mondialisation à ce niveau-là. On pourrait penser qu'il y a un lissage, on va dire, des pratiques, des éducations, mais non, vous dites qu'il y a quand même une empreinte française. Il y a une mondialisation, mais vous êtes encore marqué, Dieu merci, par les cultures, par des choses qui vous imprègnent au-delà de vous. Et heureusement d'ailleurs, c'est ce qui fait la richesse. Et on le sent, on va dire, aussi bien en Europe qu'ailleurs. Et là, du point de vue très clair des nouvelles technologies, là, les Français, normalement, ont toutes les armes pour ça. Il faut le rappeler, l'école mathématique française. C'est aujourd'hui, quand on est en train de dire c'est quoi l'entreprise de demain, la grande entreprise, parce que la révolution, elle commence juste. C'est sûr, les jeux, c'est super important. Mais en ce moment, la plus grande entreprise du monde, celle qui vaut le plus cher, c'est Apple. Mais ce n'est pas l'entreprise dominante du nouveau modèle. Notamment, une entreprise dominante qui n'existe pas, mais qui va exploser, c'est l'entreprise qui va travailler sur la sécurité des réseaux. Là-dedans, c'est que des maths. L'école mathématique française, c'est un atout considérable, extraordinaire.
Et vous croyez qu'on a la chance de les maintenir ici, ces talents mathématiques français, alors, où ils vont être dragués ailleurs? C'est peut-être pas mal qu'ils soient dragués ailleurs, au contraire. Non, mais d'abord, on a la culture de la faut pas la détruire. Vous voyez, moi je me bagarre, mais comme un fou à tous les niveaux, pour que par exemple on arrête de recruter dans les écoles de commerce les meilleurs mathématiciens d'une génération. Ou alors dans les écoles de commerce, il faut qu'il y ait des classes hyper spécialisées en maths. C'est dramatique au moment où les maths vont devenir le pétrole de demain. Les Français, qui sont parmi les plus grands producteurs de pétrole, de ce pétrole de demain, sont en train de massacrer leur génération de mathématiciens. C'est-à-dire, vous avez les prépas ingénieurs, les prépas écoles de commerce, vous avez pratiquement le même niveau de maths, sauf que quand vous avez HEC, Kedge, etc., après c'est fini, vous n'avez plus de maths. Et c'est dramatique. C'est justement ce dont on va avoir besoin en termes de matières premières. Donc je pense qu'il y a une force de la France exceptionnelle, extraordinaire. On a un avantage, on est super positionné par rapport à ça. Et ce serait quand même idiot qu'on perde notre avantage au moment où il va pouvoir nous rapporter le plus. Je vois Serge Moiti qui a esquissé un petit sourire, mais on va demander à Raphaël. Quand on entend Philippe de Sertine, on se dit que finalement, c'est pas certain qu'on aille vers forcément du mieux, mais en tout cas du différent. Est-ce que le progrès technique, la création technique, technologique, est-ce que quand même, elle ne nous assure pas d'un monde, entre guillemets, meilleur? Il y a plus de confort, est-ce qu'il y a plus de liberté? Bref, est-ce que le progrès avance? Est-ce que l'homme, sa morale, son éthique, son sens des valeurs progresse en même temps que le progrès technologique? Je vous retourne la question. Avez-vous le sentiment qu'un monde où un migrant de 3 ans est en photo dans le monde entier est un monde qui se porte bien ou qui se porte mieux que le monde qui le précède? J'ai pas cette impression-là. Depuis le XVIIIe siècle, au XVIIIe siècle, quand on a inventé l'idée de progrès technique, on a voulu penser, c'était tout l'optimisme des Lumières, et c'était à leur honneur. Et nous vivons d'ailleurs d'une certaine manière encore sous ce régime-là. On a inventé l'idée qu'un progrès technique avait pour effet un progrès moral. Renan, 100 ans plus tard, disait: moi qui suis cultivé, je ne trouve pas le mal en moi. En toute immodestie, c'était merveilleux. Mais c'est un fils des Lumières. C'est-à-dire, c'est l'enfant de l'idée que le progrès technique était un progrès moral. Et il y avait une personne au XVIIIe siècle pour dire: vous êtes fous, vous êtes fous de penser que le progrès technique est un progrès moral, et c'était Rousseau. C'était le meilleur philosophe des Lumières qui était en même temps le meilleur porte-parole de leurs adversaires. C'était celui qui disait: l'homme est capable de progrès, mais le progrès est un progrès technique, pas un progrès moral. La meilleure preuve, c'est que le XXe siècle était le siècle le plus sanglant de tous, et que le XXIe est bien parti. Et que nous avons nos nouveaux nazis maintenant qui détruisent des temples, qui détruisent des Bouddhas. Je veux dire, penser que le progrès technique aura pour incidence un progrès moral me semble une illusion dangereuse. Alors, ce qui est vrai, c'est que la mondialisation des effets dévastateurs peut avoir des vertus. Donc on peut considérer que le monde devient homéostatique, il se régule lui-même. À force de montrer les infamies qui avant nous étaient dissimulées, on peut considérer que l'opinion publique va se saisir de quelque chose, que par exemple les politiques trouveront leur intérêt dans l'intérêt des migrants. C'est le comportement de François Hollande qui, en l'occurrence, dont le discours a été dicté par la photo. C'est-à-dire qu'il n'aurait jamais parlé comme il a parlé si la photo que nous avons tous vue n'avait pas d'abord circulé. Alors on peut considérer de ce point de vue qu'il y a, je ne parlerai pas d'un progrès, mais d'une sorte de stase, où les choses finalement se régulent elles-mêmes. Mais on a tous, et c'est bien naturel, le sentiment de vivre une époque exceptionnelle. Mais parce qu'on a les yeux dessus, ce qu'on voit de près nous semble plus grand. Mais il ne faut pas être myope. On pourrait, par exemple, résumer l'alternative que vous posiez au début en 2 termes. D'un côté, l'homme qui se prend pour maître et possesseur de la nature, qui se prend pour l'origine de ses actes et qui croit qu'à la force du poignet, il va tout changer. Donc c'est cette image-là, l'image d'un homme démiurgique, tout-puissant, qui a donné l'homme des Lumières, bien sûr, et qui, confronté à la nature, confronté au désastre de cette toute-puissance, à l'impuissance de sa toute-puissance, en vient à se dire: tiens, il faudrait peut-être que je change mes désirs avant de changer l'ordre du monde. Or, ces 2 dimensions de l'humain sont contenues dans un texte qui date de 1642, que vous avez tous lu, c'est le discours de la méthode. Se rendre comme maître et possesseur de la nature et changer ses désirs plutôt que l'ordre du monde. Ces 2 dimensions, ce basculement auquel on assiste en ce moment, par exemple dans le rapport à la nature, le rapport à l'environnement, il faudrait pour l'homme s'intégrer dans l'environnement au lieu de vouloir à tout prix régler les questions et croire que par la volonté il va régler tous les problèmes. Il faudrait adopter une attitude plus humble par rapport à l'environnement. Tout ça sont des problématiques qui sont contenues dans un texte qui date du XVIIe siècle. Donc, ce que je veux dire, c'est que les choses ne changent pas tant que cela, me semble-t-il. Et c'est aussi la raison pour laquelle
Ça, c'est un point, je crois, très important. On oublie de dire à quel point l'école a un rôle essentiel, mais pas seulement dans la préparation à un métier, mais aussi dans l'apprentissage de l'inutile. Le nombre de choses que l'on découvre par hasard parce qu'on a reçu des formations objectivement inutiles, c'est incalculable. C'est là que ça passe, c'est là que ça se passe. Supprimer le latin et le grec, par exemple, de l'école est un geste criminel. C'est un geste criminel, c'est un contresens. C'est un contresens parce qu'on veut aller dans le sens des choses. Et c'est là qu'on se plante. On se plante parce que précisément, on n'instaure pas de contrepoint à ce qui semble un mouvement irrépressible. On croit aller dans le sens de l'histoire quand on va dans le sens de la vague. Mais en réalité, on va dans le sens de l'écume. On ne va pas dans le sens de la houle. Et la houle, c'est aussi des apprentissages fondamentaux qui peuvent sembler inutiles à première vue, mais dont les leçons demeurent, dont les leçons restent, et permettent surtout de poser sur le monde qui nous entoure un regard un tout petit peu plus distancié. Pardon, encore un point, parce que c'est important. Excusez-moi de citer les vieux philosophes, on ne se refait pas. Il n'y a pas plus jeune que les vieux philosophes. Vous connaissez tous l'expression « mieux vaut une tête bien faite qu'une tête bien pleine ». Bon, c'est une expression de Montaigne, dans un chapitre sur l'éducation, qui remonte à la première moitié du XVIe siècle. Enfin non, deuxième moitié, mais XVIe siècle. Bon, on est au XVIe siècle. Et à l'époque, et encore maintenant, quand on lit pas ce chapitre, on croit qu'il parle des enfants. Il dit, il vaut mieux une tête bien faite qu'une tête bien pleine. Pas du tout, il parlait du précepteur. Il disait que c'est au précepteur d'avoir une tête bien faite plutôt qu'une tête bien pleine. Parce que s'il a une tête bien pleine, il transformera son éducation en gavage. Et ça, c'est un point essentiel parce qu'il y a une dimension qu'on n'a pas encore abordée et qui me semble importante. On a célébré la jeunesse, le fait hautement provisoire de la jeunesse, hein, d'accord, okay. Hautement provisoire, et surtout, pardonnez-moi, si la jeunesse n'était qu'une affaire d'années, on serait vraiment mal parti. Je connais des tas de gens plus jeunes que moi qui sont à l'article de la mort et qui ont presque 100 ans aujourd'hui. Mais on a aussi l'âge de ses idées, on n'a pas seulement l'âge de ses artères. Et on célèbre le fait hautement provisoire de la jeunesse en oubliant que certains jeunes, comme on dit, sont extraordinairement dogmatiques, incroyablement conservateurs, totalement endormis dans des convictions qui sont, et c'est pas la faute des profs, c'est aussi la faute des réseaux sociaux, c'est-à-dire c'est aussi la faute du sentiment que l'on a désormais, que l'on peut tout seul, soit dans sa petite chambrette, devant son écran, se reconstituer une information qui ne serait pas filtrée par ceux qui veulent nous en dépouiller. Et ce sentiment-là, l'idée que, au fond, on est désormais capable de tout faire soi-même, de tout faire par soi-même, de tout découvrir par soi-même, de découvrir soi-même la vérité que les puissants nous dérobent, ça fabrique du dogmatisme, ça fabrique du conservatisme et surtout ça fabrique des moutons. Il n'y a pas plus moutonnier que celui qui se prend pour l'origine de ses actes ou l'origine de ses pensées. C'est la raison pour laquelle, à l'école, il faut apprendre des choses inutiles et en bataille. Raphaël Enthoven, j'ai juste une petite question à lui poser encore. Raphaël. En vous écoutant quand même, je ne sais pas si j'ai tout compris déjà pour commencer, je me pose la question en disant, mais il est en train de me dire que finalement... Vous êtes sûr que vous n'êtes pas un peu jeune, vous? Oui, que manifestement, le progrès, est-ce qu'il n'est pas un peu vain? Ça améliore pas franchement l'homme. Mais un chef d'entreprise qui crée sa boîte, qui crée un produit, un artiste qui crée une œuvre, un philosophe qui réfléchit, un réalisateur qui fait un film, etc., un économiste qui pond un livre, il a quand même le sentiment de participer à cette évolution de l'humanité, à apporter sa pierre, à améliorer les choses, ou en tout cas, ne serait-ce que son propre estime de soi. Ça sert quand même à quelque chose, la création. Ah, c'est une belle question que vous posez là. Alors, je vous demande pardon, je fais de la contrebande, donc je voudrais profiter de cette occasion pour faire passer des textes. Et le texte en question, que je voudrais citer, c'est pas pour citer des textes ou faire du name dropping, on s'en fout, c'est juste que c'est vraiment très très beau, et tout le monde peut le lire. C'est un texte de Bergson qui s'appelle L'énergie spirituelle. Le titre dit tout. Et il y a une page là-dedans où il dit, on croit, je le cite de mémoire, on croit qu'on travaille en vue d'une récompense. On croit qu'on travaille en vue des dividendes. Alors il ne le dit pas comme ça, mais d'une récompense. Erreur profonde, dit Bergson. On ne tient aux hommages et aux récompenses que dans la mesure où l'on n'est pas sûr d'avoir réussi. C'est un texte dans lequel Bergson fait une distinction très importante entre réussir sa vie et réussir dans la vie. Réussir dans la vie, c'est bien.
c'est bien, mais si c'était satisfaisant, il y aurait des tas de gens heureux qui ne seraient pas désespérés. Voyez donc, que je sache, c'est pas comme ça que ça marche. Si c'était une affaire de chiffres ou de quantité, on saurait comment faire pour être heureux. Ça marche pas comme ça. Réussir sa vie, c'est pas comme réussir dans la vie. En revanche, donner le jour. Donner le jour à un enfant, une peinture, une statue, un livre, une entreprise, c'est-à-dire participer de ce que Bergson appelle l'élan vital. C'est-à-dire un processus créateur. Non pas une création à partir de rien, mais une création à partir de ce qu'on a appris et dont on ne sait pas la tambouille qu'on va en faire le jour où on va fabriquer quelque chose. Bref, se sentir, on est grand par ce qui nous échappe. On est grand par ce qu'on a de plus grand en soi. Vous avez tous à l'intérieur de vous quelque chose de plus vaste et de plus intéressant que vous. Vous portez des choses plus intéressantes que vos opinions. Vous avez en vous quelque chose de plus intéressant que vous-même. Et donnez le jour à cela. C'est ça, être dans un processus créateur. Et de ce point de vue, on peut parler non pas d'un progrès, mais d'une évolution, d'une véritable évolution. Alors, est-ce que cette évolution doit forcément tendre vers un but? Je pense que raisonner en ces termes-là, c'est reconduire le système selon lequel on n'agit qu'en vue d'une récompense. Ce qui compte, c'est le geste lui-même. Confucius, quand l'archer qui tire, ce qui compte, c'est pas le centre de la cible, c'est la rectitude du geste. Et oublier que la rectitude du geste compte plus que le centre de la cible, c'est marcher sur la tête. On agit pour agir. Ce qu'on fait est en soi, une valeur en soi, a une valeur en soi. On est à soi-même notre propre fin. Il faut commencer par là, plutôt que se représenter un but à atteindre dont, dans le pire des cas, auquel, dans le pire des cas, on arrive, ce qui rend très malheureux, ou alors, dans le meilleur des cas, on n'y arrive pas et on est frustré, si vous voulez. Sortir de cette logique du but pour entrer dans une logique d'une activité, c'est la grande leçon d'un philosophe comme Bergson, et ça me semble une évidence dans la vie, et même quand on est chef d'entreprise. Même quand on a charge d'âme, même quand on est comptable de ses salariés, la meilleure façon de faire prospérer une entreprise, c'est d'abord de célébrer, non pas seulement l'épanouissement en entreprise, ou bien les dividendes d'une réussite, etc. C'est aussi de célébrer ce qu'on fait, ce pourquoi on y est, ce qu'on fabrique. Non pas ce qu'on vend, mais ce qu'on produit. Et il y a là quelque chose de l'ordre, non pas d'une révolution, bien sûr, mais d'une inversion des priorités qui me semblerait féconde. Merci Raphaël. Alors, si j'ai bien compris,